France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et excellente matinée, il est 9h30 sur France Bleu Gironde. Chaque mercredi, vous commencez à en avoir l'habitude. Votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent dans les grandes étapes de votre existence. On va parler évidemment d'héritage, de succession, transmission, l'achat, la vente d'un bien immobilier, le viager, les contrats de mariage, les testaments. Vous posez toutes vos questions ce matin au 05 56 19 10 10. Et c'est maître Sabrina Landreau-Balade, qui est notaire au Bouscat, qui est notre experte ce matin. Bonjour maître. Bonjour. Avec vos appels en direct évidemment et puis toutes vos questions sur France Bleu Gironde, sur nos réseaux sociaux. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et maître, un premier appel ce matin, c'est Pomme qui est à Saint-André de Cubzac. Bonjour Pomme, vous avez un joli prénom. Oui, merci. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour maître. On vous Bonjour, écoute Pomme. avec maître Sabrina Landreau-Balade ce matin. D'accord, alors moi je voulais savoir si par exemple je fais une donation de ma maison à mes enfants. Vous avez combien d'enfants, Pomme ? Trois enfants. Mhm. Voilà. Et que, bon, bien sûr je continue à vivre dedans, mais qu'un jour je veux la vendre. Est-ce que je peux, malgré tout, est-ce que je reste propriétaire de ma maison ? Alors, si vous faites une donation à vos enfants et que vous souhaitez rester dedans, vous faites ce qu'on appelle une donation en nue propriété. Vous donnez à vos enfants la nue propriété et vous en conservez l'usufruit. Si un jour vous voulez vendre, c'est tout à fait possible, mais il y a plusieurs questions qui vont se poser. Tout d'abord, est-ce que vos enfants seront majeurs, puisque de toute façon, on ne peut pas vendre sans la majorité, avant la majorité de l'enfant, sans en avoir demandé l'autorisation au juge des tutelles. Ça, c'est la première difficulté. Dans mon cas, ils sont majeurs, ils ont même des enfants. D'accord. Bon, alors cette question ne se pose plus. Vous pouvez tout à fait vendre avec leur accord, et ensuite le prix de vente sera partagé entre la valeur de la nue propriété que vous leur aviez donné et la valeur de l'usufruit que vous vous étiez réservé. Cette valeur d'usufruit, elle est calculée en fonction de votre âge. Plus vous avancez en âge et plus la valeur de votre usufruit diminue. Évidemment, vous pouvez prendre conseil auprès de votre notaire pour qu'il vous explique bien toutes ces modalités. C'est-à-dire que si je veux vendre pour racheter, c'est-à-dire j'habite dans une maison qui avec l'âge va devenir difficile à vivre. Trop grande oui. Trop grande avec un étage, enfin bon, et que je veux racheter. Je peux le faire avec leur autorisation. Bien entendu, et c'est même une excellente idée, c'est-à-dire que vous allez faire un report du démembrement de propriété sur un premier bien sur un autre bien qui sera plus adapté à votre vie. D'accord. Ok. Bon bah écoutez, c'est super. Merci Pomme. Voilà je vais faire ça. Voilà pour cette future donation avec vos enfants. Rapprochez-vous d'un notaire évidemment proche de chez vous. Merci beaucoup Pomme et bonne journée à Saint-André de Cubzac. Et ce qui était important dans l'appel de Pomme, maître Landreau-Balade, les situations elles évoluent aussi. L'idée de départ et les personnes âgées qui donnent, elles ont peur aussi d'être fragilisées, dépouillées. Il faut pas se dépouiller trop tôt. Exactement, faut pas se dépouiller trop tôt et puis surtout quand on n'a qu'une résidence principale, en général les confrères vont être réticents à conseiller la donation parce qu'il faut voir qu'on peut avoir des besoins plus tard. Oui, et financer en faisant une maison de retraite par exemple. En faisant cette donation, on diminue ses droits sur le bien dont on a été propriétaire. Donc il faut bien évaluer ces risques avec le notaire. 05 56 19 10 10 avec des questions qui arrivent d'Arcachon et de Léognan ce matin. Continuez à nous appeler au 05 56 19 10 10 avec maître Sabrina Landreau-Balade qui est notaire et qui est là pour vous répondre en direct ce matin. Adeline à Léognan qui nous écrit: est-ce qu'il y a des comptes bancaires ou des biens? Alors question en deux temps. Première partie de la question, est-ce qu'il y a des comptes bancaires ou des biens qui n'entrent pas dans une succession? Alors, oui et non. J'aime les réponses de Normande. Alors oui et non, pourquoi? Alors,
D'abord, il y a certains biens qui sont hors succession, notamment pour les contrats d'assurance vie. D'un point de vue civil, on dit qu'ils sont hors succession, mais en réalité, il peut y avoir une fiscalité qui s'y applique. Donc, très important de bien faire la liste de tous les comptes et de tous les contrats d'assurance vie. Mais normalement, dans une succession, tous les comptes bancaires doivent être pris en compte. Alors, souvent, après le décès d'un proche, on est un peu perdu et retrouver toutes ces informations, c'est très compliqué de savoir que mon père ou ma mère avait tel ou tel placement dans tel ou tel établissement. Comment procéder ? Tout à fait. Alors, d'abord, lors du premier rendez-vous, on va expliquer aux héritiers qu'il va falloir qu'on fasse une photo du patrimoine du défunt au jour de son décès. On va l'interroger, il a peut-être connaissance de certains comptes bancaires ouverts dans certaines banques, et s'il n'a aucune notion de cela, nous avons des moyens d'interroger un fichier centralisé. Exactement, on a tout à fait la possibilité d'interroger ce fichier pour savoir si le défunt avait des comptes bancaires et où. Bon, voilà. Et Adeline, ce fichier existe, bien entendu. Dans la seconde partie de la question d'Adeline à Léognan qui nous dit pourquoi les comptes bancaires sont-ils bloqués alors qu'il y a des factures à payer ? Alors, ils sont bloqués, effectivement, c'est une obligation bancaire. Au moment où la banque a connaissance du décès, eh bien, effectivement, il y a une obligation de geler les comptes bancaires uniquement quand ils sont au nom du défunt. Quand ce sont des comptes joints, ils ne sont pas bloqués, évidemment. La seule exception à cela, c'est-à-dire que on peut quand même payer les frais funéraires. C'est-à-dire que s'il y a une facture funéraire, elle peut quand même être payée par la banque malgré le fait que les comptes soient bloqués. Nouvel appel à 9h37 à Mérignac. Alain avec nous au 05 56 19 10 10. Bonjour Alain. Maître Bonjour Alain. Sabrina Landreau-Balade vous écoute ce matin. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, voilà, mon cas, donc j'ai 72 ans, j'ai 2 enfants qui sont adultes, dont un qui est adulte handicapé, et qui est vraiment totalement impossible à gérer ses affaires lui-même. Donc j'aurais voulu savoir, le jour où ils vont hériter de mon appartement, là, savoir si ma fille pouvait gérer les comptes de son frère. Alors, la possibilité de lui donner pouvoir pour aujourd'hui, Alain, aujourd'hui, c'est vous qui gérez qui assurez toutes les démarches administratives pour votre fils. Il est complètement incapable, oui. Il y a une mesure de protection juridique qui... Alors, non, c'est vrai qu'on nous l'a conseillé. Bon, moi, je veux pas trop, mais il faudra peut-être que j'y vienne un jour, oui. D'accord. Effectivement, s'il n'est pas en mesure de gérer ses biens, eh bien, peut-être qu'effectivement, il faudrait une mesure de protection. Vous pouvez effectivement en parler à votre fille si elle serait d'accord pour prendre ce rôle. Si c'est le cas, vous avez tout à fait la possibilité de désigner par avance la personne, d'en parler évidemment avec votre enfant et de désigner une personne qui serait en charge de gérer les biens de votre enfant handicapé. Évidemment, ce sont des questions auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire qui vous donnera les meilleures informations pour vous aider dans vos démarches. Tout à fait. Et pour bien préparer l'avenir, Alain, d'accord ? Oui. Bon, d'autres détails ou est-ce que tout est clair pour vous ? Écoutez, non, c'était le principal pour moi. Bon, donc je m'attendais un petit peu, mais c'est bien. Merci beaucoup. Bonne journée Alain, merci et merci pour cette question depuis Mérignac ce matin au 05 56 19 10 10, 9h40 dans un instant. Des questions concernant des plus-values immobilières et contester des dispositions prises dans un testament. Et on prend évidemment ce matin vos questions au notaire avec maître Sabrina Landreau-Balade qui est notaire au Bouscat. On prend évidemment toutes vos questions, tous vos appels au 05 56 19 10 10 pendant encore une bonne petite vingtaine de minutes. À tout de suite. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Ne traînez pas si vous avez des questions à poser à notre notaire ce matin. C'est maître Sabrina Landreau-Balade qui est notaire au Bouscat, qui représente la Chambre des notaires de la Gironde et qui est là pour vous conseiller. 05 56 19 10 10. Il vous reste un petit quart d'heure. Thierry, vos questions également sur les réseaux sociaux. Thierry Arcachon, maître qui nous dit comment se calculent les frais à payer si je réalise une plus-value immobilière sachant que je suis retraité. Est-ce que les retraités bénéficient de dispositions particulières ? Oui.
Alors, tout à fait. Tout d'abord, quand on vend un bien, si ce n'est pas sa résidence principale, et si on n'est pas dans les cas d'exonération classique, effectivement, on a un impôt qui est l'impôt sur la plus-value immobilière réalisée à payer. Il existe une exonération pour les personnes qui bénéficient de petites retraites. Dans ce cas-là, il y a des barèmes. Exactement, un barème. Si la personne est dans le barème, évidemment, elle aura une exonération particulière. Bon, et est-ce que le pourcentage, nous demande Thierry, les frais à payer, est-ce que les frais sont les mêmes pour une plus-value sur la revente d'une maison neuve ou d'une maison ancienne ? Alors, le taux de plus-value est le même, c'est 19% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, dont 36,2% sur la plus-value, c'est-à-dire la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de revente. Donc, je fais 10 000 de plus, je vais payer 3 600 globalement. Exactement. Okay. Mais ensuite, vous avez des abattements pour délai de détention. Au bout de la 5e année, chaque année en plus de détention diminue un peu plus votre plus-value immobilière. D'accord. Donc voilà. Mais ensuite, que ce soit une maison neuve ou une maison ancienne, peu importe, si je puis dire, ce qui est important, c'est la date d'acquisition. Voilà pour Thierry à Arcachon. Et Thierry, même conseil, rapprochez-vous de votre notaire. Encore 10 minutes, 05 56 19 10 10. Maître Sabrina Landreau-Balade vous conseille ce matin. On va rentrer un peu dans le secret des études. Comment ça se passe, l'ouverture d'un testament, puisqu'il y a Olivier Apoyac qui nous dit comment contester les dispositions prises dans un testament. Et c'est vrai qu'il y a toujours des scènes de films. Ça se passe comme dans les films, cette ouverture du testament. Non. Alors pour ma part, je n'ai pas encore eu quelque chose qui s'apparentait à un film. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu d'émotion, même si je remarque que de plus en plus les gens avaient connaissance du fait que des dispositions, que le défunt avait laissé un testament. Donc déjà à l'ouverture d'une succession, le notaire a une obligation de consulter un fichier qui s'appelle le fichier central des dernières volontés, afin de voir justement s'il y a eu un testament ou pas. Si il y a eu un testament, eh bien on demande ce testament s'il a été déposé chez un confrère notamment, et dans ce cas-là on demande au confrère de déposer le testament, et on en informe évidemment les héritiers, et on leur fait prendre connaissance des dernières volontés du défunt. Pour répondre à Olivier, comment est-ce si on souhaite contester une ou plusieurs dispositions prises dans un testament, comment ça fonctionne ? Alors ça dépend. Tout d'abord, si c'est un testament holographe, c'est-à-dire un testament qui a simplement été non déposé chez le notaire, rédigé comme ça. Comme ça, rédigé. Bon, alors il faudra rapporter la preuve que ce n'est pas le testateur qui a écrit le testament, que qu'il n'a pas été fait de la main du testateur. Et sinon, si c'est un testament qui a été fait chez un notaire, là c'est une procédure très particulière qui s'appelle l'inscription en faux du testament, et c'est une procédure très compliquée qui aboutit très rarement, puisque en général un testament authentique a été reçu par 2 notaires ou par un notaire et 2 témoins, donc ça donne un caractère assez solennel à ce document. Bien, voilà pour Olivier Apoyac. Jean à Libourne au téléphone ce matin. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour à vous. Et on vous écoute Jean, posez votre question. Voilà, je voulais poser la question à Maître. Dans le cas d'une succession, comment peut-on évaluer la valeur du mobilier pour votre client? Est-ce qu'il est plus intéressant de faire au forfait ou d'avoir une estimation en bonne et due forme par son notaire? Alors Jean, c'est important votre question, parce que ça va permettre de compléter également une question qui est arrivée sur Facebook de Stéphane, justement sur comment évaluer la valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier lors d'une succession. Alors pour Jean et Stéphane, on va tenter de répondre globalement donc à ces problématiques, maître. C'est effectivement une excellente question pour le mobilier, c'est-à-dire les meubles meublants dans la maison, etc. Le principe est que on peut appliquer soit un forfait mobilier de 5% de la valeur des autres avoirs de la succession. Sinon, on peut faire passer un commissaire-priseur, donc un professionnel réglementé également, qui vient et qui fait une évaluation du mobilier garnissant le logement. C'est notamment ce que vous avez fait, Jean. Vous avez fait appel à un commissaire-priseur qui est venu
Pas pour l'instant, on n'a pas engagé de démarche pour l'instant, on se posait la question. Donc, et dans Maître et Jean, dans la question de Jean et de Stéphane, lui, il nous écrit, on m'avait conseillé de faire venir un brocanteur ou un antiquaire, j'ai pas confiance. Non, alors. Il y a deux questions. La première question, c'est pour l'évaluation. L'évaluation, il faut que ce soit fait par un commissaire-priseur. Sinon, on applique ce forfait de 5%. Mais par contre, ensuite, pour vider la maison, quelquefois, c'est bien pratique d'avoir une personne qui peut aider à prendre des meubles dont on veut se séparer. Mais Jean, il faut être sûr de la valeur des meubles que vous avez. Je sais pas, vous avez peut-être des meubles anciens, des tableaux, de la vaisselle. Si on n'utilise pas le forfait de 5%, il est impératif de faire passer un commissaire-priseur pour évaluer la valeur du mobilier. Mais Jean, on vous sent un peu hésitant là sur ces questions justement. Oui, en fait, la vraie question, c'est de savoir le coût de ce passage du commissaire-priseur par rapport aux 5% du forfait. Alors, pour ma part, dans la plupart des successions que je peux voir, il est vrai que, sauf cas un petit peu exceptionnel où on a un très très beau tableau ou une pièce de grande valeur, le passage du commissaire priseur révèle une valeur du mobilier souvent inférieure aux 5%. Mais bon, évidemment, chaque cas est différent. Il faut bien exposer ce que vous pensez que la maison contient à votre notaire. Mais en général, sauf trésor ou grande découverte, en général, le passage du commissaire-priseur va permettre de révéler une valeur de mobilier inférieure à la valeur calculée avec les 5%. Voilà, et puis une valeur exacte avec une expertise qui fait autorité. Oui. Voilà Jean à Libourne, je vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir appelés ce matin. Merci à vous. Allez, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. France Bleu Gironde, à votre service. Ouais, c'est vrai qu'il y a des cas. Et cette semaine, dans l'actu, justement, il y avait un tableau italien qui avait été acheté, je crois, pour une somme modique, qui a été retrouvé dans une succession et qui a été racheté par le musée du Louvre, plusieurs millions d'euros d'ailleurs. Je pense que c'est une belle surprise. Ouais. Allez, Emmanuel, retour à terre. Emmanuel à Montségur qui nous dit: je suis en train de rénover une maison dans laquelle il n'y avait rien. J'ai dû refaire alors une cuisine, des toilettes, 2 salles de bain. Emmanuel voudrait savoir, est-ce que le fait de faire ces travaux va modifier le montant de la taxe foncière qui a été annoncé par le notaire lors de la signature, lors de l'achat d'une maison. Quand vous achetez la maison, on vous dit voilà, globalement, les taxes foncières, elles sont de temps. Est-ce que ces travaux vont modifier le montant de sa taxe foncière, nous demande Emmanuel, et dans quelle proportion? Alors, si ce ne sont que des travaux intérieurs, à mon sens, il n'y a pas d'augmentation de la taxe foncière. Il y a une augmentation de la taxe foncière quand on augmente la superficie de plancher. Là, effectivement, il y a rajouter une salle de bain ou rajouter une piscine, ça ne change rien. Alors, si, effectivement, une piscine, c'est différent. Mais si ce ne sont que des travaux intérieurs, si par exemple on transforme une partie de la cuisine en salle de bain ou une autre pièce en salle de bain, à mon avis, ça ne change pas ça ne change pas le calcul de la taxe foncière qui est calculé en fonction de la superficie du bâti. Tout donc à fait. Rajouter une véranda, là, ça pourrait avoir une incidence. Oui, tout à fait. D'accord. Allez, dernière question rapidement sur puisqu'il nous reste à peine 1 minute 30. Allez. La question de Carmen à l'Aréole qui nous écrit: je considère les enfants de mon compagnon comme mes propres enfants. Comment faire pour faire en sorte qu'ils deviennent mes héritiers pour une partie du patrimoine de Carmen? Alors, ce sont des cas qui se représentent très souvent avec les familles recomposées. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une évolution du schéma familial et très souvent le conjoint, un époux souhaite adopter les enfants de son conjoint qu'il a élevé très souvent un peu comme ses propres enfants, et dans ce cas-là on peut conseiller à Carmen de se rapprocher de son notaire pour aborder les questions d'une adoption simple qui permet de maintenir les liens entre la famille d'origine et la famille adoptante et de rajouter donc les liens avec une famille adoptante et qui permettra
aux enfants du conjoint de Carmen de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Voilà, et pour évidemment Carmen, on se rapproche de son notaire pour aller plus loin dans l'évolution de ce dossier. Merci beaucoup maître Sabrina Landreau-Balade. Merci à vous. De la Chambre des notaires et évidemment les notaires de Gironde qui seront de retour sur France Bleu Gironde mercredi prochain. France Bleu Gironde, à votre service. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.